Bonjour tout le monde et bienvenue pour la grande tier list de la saison des joueurs du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le PSG a gagné une petite coupe, la Coupe d'Europe, je crois que ça s'appelle la Champions League. Bon, c'était un événement plutôt anecdotique parce que ça commence à devenir habituel. Il avait déjà gagné l'année dernière. Luis Enrique va probablement en ramener une quinzaine d'autres du côté de Paris. Donc franchement, on va pas s'attarder plus longtemps que ça, mais je me suis dit qu'on allait parler de la saison des joueurs du Paris Saint-Germain à travers ce classement. Alors attention, l'idée c'est pas de dire quel joueur du Paris Saint-Germain réalise la meilleure saison dans l'absolu. Parce que bien évidemment, si je vous prends un Ousmane Dembélé ou si je vous prends un Gonzalo Ramos, on va pas avoir les mêmes attentes autour de la saison. Là, on va vraiment mesurer la production footballistique du joueur par rapport à ce qu'on pouvait légitimement attendre. Il y a des joueurs qu'on attend toujours au top. Alors évidemment, s'ils sont vraiment exceptionnels, on va quand même les mettre au-dessus des attentes. Mais on peut du coup avoir une plus grande sévérité avec des joueurs extrêmement talentueux parce que simplement une bonne saison quand tu es un ballon d'or par exemple, ben c'est plus décevant qu'une bonne saison d'un joueur que tu estimais rincé avant que l'année elle commence. Ce qui fait qu'il va pas falloir prendre la tier list à la fin de la vidéo et me dire comment tu as pu classer ce joueur au-dessus de ce joueur parce que celui qui est au-dessus est moins bon. Bah oui, on aura peut-être des joueurs moins bons qui seront mieux classés, mais tout simplement car ils répondront mieux aux attentes. Alors, évidemment, je plaisante quand je dis que la Champions League n'est pas un sujet d'envergure pour le Paris Saint-Germain, mais je me suis dit que pour fêter cette C1, la tier list des joueurs du PSG, ça pourrait être une bonne chose. Déjà, parce qu'il y a beaucoup de personnes dont j'ai envie de parler du côté du Paris Saint-Germain. J'ai même mis Luis Enrique, parce que évidemment, le coach parisien mérite qu'on parle de lui, et ça me permettra en plus de faire une conclusion un petit peu globale, parce que forcément, quand on évalue la saison de Luis Enrique, on est obligé de prendre un petit peu de recul et de hauteur pour le reste de l'effectif, mais surtout parce qu'on va en parler longuement et ça va nous donner une autre approche en fait de la saison parisienne, parce que la finale, je pense que tout a été dit dessus. Moi-même, je me suis quand même livré à l'exercice du débrief à chaud. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait et je dois vous avouer que je comprends pourquoi, parce qu'il y a des trucs où je considère que j'ai été très indulgent dans mon débrief à chaud. On en reparlera peut-être, mais moi-même j'aurais eu des points que j'aurais critiqués sur ma propre vidéo. Mais du coup là, on va essayer de faire un petit peu différent. On va essayer de faire une très très longue vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur les joueurs parisiens. Alors comme d'habitude, il y aura la petite tier list. On se penchera sur leur temps de jeu, on se penchera sur comment s'est déroulée leur saison. On aura également de la data visualisation, j'irai sur le site de Datascout que vous commencez évidemment à bien connaître désormais. Et je vous propose qu'on se penche tout de suite dans le vif du sujet. Je crois que c'est classé par ordre grosso modo alphabétique, si j'ai pas déplacé deux trois noms, à part Luis Enrique évidemment. Et c'est donc tout logiquement qu'on commence par Bradley Barcola. Et Barcola, c'est un nom qui est extrêmement intéressant dans l'évaluation de la saison parisienne, puisque Barcola, c'est un des mecs qui est susceptible de bouger au cours du mercato estival. Alors, je suis pas en train de vous dire que j'ai des informations, j'en ai pas. Je suis pas en train de vous dire que je suis sûr et certain qu'il va bouger, parce que honnêtement, je ne suis pas sûr et certain. Mais dans l'effectif du Paris Saint-Germain, ça fait partie des joueurs qui sont considéré comme potentiellement transférable par une partie de la presse et ça fait partie des points d'interrogation. Si je vous parle par exemple de Kvaratskhelia, bon ben même si on sait qu'Arsenal le place sur ses cibles de très long terme, on sait que Kvaratskhelia il bougera pas cet été évidemment. Barcola, bien heureux, est celui qui parle avec certitude dans un sens comme dans l'autre. Alors Bradley Barcola, je vais même vous ouvrir le petit site SofaScore qui a le mérite de présenter les choses de manière un peu plus comment dire ça, de manière un peu plus compacte et réunie que Transfermarkt quand on veut comparer les saisons. Mais Barcola, il sortait quand même d'une très très bonne saison 2024-2025 où il avait été l'auteur de 21 buts et 18 passes décisives. Bradley Barcola, la saison dernière, c'est vraiment une saison où il prend tout son sens avec une valorisation à 70 millions d'euros, où il a un temps de jeu monstrueux du côté du Paris Saint-Germain, parce que comme vous pouvez le voir, il était à 3600 minutes de jeu. Je mets à part la Coupe du Monde des clubs qui est évidemment un peu différente, et sur cette saison régulière, il joue moins, 2914 minutes de jeu, et ses passes décisives sont divisées grandement, hein, parce que 6 x 3, 18, si je dis pas de conneries. Donc on divise par 3 son nombre d'assists et ses buts sont également quasiment divisés par 2. Son temps de jeu a diminué, je l'ai dit. Et en fait, ce qui est assez intéressant quand on regarde la saison de Barcola, tac, et qu'on va aller sur le détail de son temps de jeu,
Bah, c'est qu'il y a eu quelques petites périodes d'absence, mais surtout, bah ouais, à la fin de la saison, Barcola, il n'a pas joué tant que ça. Il avait un peu plus de temps de jeu d'ailleurs au début de la saison. Moi, Barcola, je vais pas faire un suspense éternel. Je vais mettre sa saison en. J'hésite entre mitigé et décevant, à vrai dire. Je pense que je vais la mettre en mitigé. On verra si à la fin il faut refaire un classement. Parce que décevant, il y a des joueurs pour qui il y a vraiment une saison décevante du côté du Paris Saint-Germain. Barcola est peut-être pas à traiter avec autant de sévérité. Il y a un côté relatif aussi. J'ai pas envie de mettre dans la même ligne des joueurs qui ont une saison qui a strictement rien à voir. Mais ouais, Barcola, il est pas au niveau. Ça c'est clair et net. Tu vois la diminution de ses stats. Je pense que c'est relativement parlant. Il est évidemment pas dans les catégories d'au-dessus. En fait, Barcola, moi, ce qui me frustre beaucoup, c'est que c'est un jeune joueur. Vous avez sûrement suivi les techs de Riolo qui étaient extrêmement violentes envers ce cher Bradley Barcola. Mais l'idée qu'il avait, c'était de dire ah, c'est Bambi, il doit grandir. Je pense pas que c'était une bonne analyse de Riolo. C'est pas sa première mauvaise concernant Bradley Barcola, parce qu'en fait, c'est un joueur qui devait grandir certes, mais il était déjà en sur-régime peut-être l'année dernière. Hum. Ou tu du moins il était peut-être en sous-régime cette saison. Alors le truc qui est paradoxal, c'est que là, on a notre petite saison 2025-2026, 2024-2025 ici en Ligue 1, et on peut voir que ça va pas forcément dans le sens. Mais en fait, il faut comprendre un truc, c'est que déjà, entre les expected goals et la réalité de la saison de Bradley Barcola, il y a beaucoup de choses à dire. C'est un joueur qui, dans cette catégorie, a été assez surprenant. Et puis surtout, si on reprend ses stats dans l'absolu, oui, il va marquer, mais en tant qu'ailier, et il marquait beaucoup plus la saison dernière. Mais sur le reste, en fait, moi, je vais l'attendre beaucoup sur les dribbles, sur les courses progressives. Et en fait, Barcola, j'ai trouvé qu'il a toujours en fait manqué cette petite occasion. Et quand tu regardes l'effectif parisien, ben aujourd'hui, ça va l'air clair et net que Barcola, il recule d'un petit stade, que c'est un joueur qui n'a pas monté en puissance. Alors, je suis pas en train de vous dire que Barcola, il a 23 ans, il va toujours être à ce niveau, bien évidemment. Mais dans le système actuel du Paris Saint-Germain, je me dis que ça va être difficile de faire mieux que la saison qui nous a sorti en 2024-2025, une saison où 14 buts, 10 passes décisives en Ligue 1, des stats pas infamantes en Champions League, et c'est un joueur qui est utile dans le système du PSG, bien évidemment. Mais franchement, tu pouvais t'attendre à un peu mieux que ce qu'il nous a livré. Beraldo Ballon d'Or, rappelons-le, j'avais fait un tweet là-dessus, un tweet qui était évidemment humoristique, hein, mais parce que si vous n'avez pas suivi mon débrief à chaud, quand j'ai vu Beraldo se présenter pour tirer le dernier tir au but du Paris Saint-Germain durant cette séance, alors que Beraldo est un joueur qui est pas forcément un joueur de premier ordre au PSG. Quand je vous parlais du fait qu'il y a des joueurs qui allaient pouvoir se retrouver haut alors qu'ils sont pas aussi bons que des joueurs qui vont se retrouver en dessous, on pourrait dire un peu la même chose avec Beraldo, parce que Beraldo est pas un joueur sur lequel on avait des très très grandes attentes. Si je prends par exemple Zabarni et Beraldo, on n'attendait pas la même chose des deux joueurs au début de saison. Mais du coup, quand je vois Beraldo se présenter, je me dis, il a enfin retrouvé un petit peu de crédit en trouvant sa place de milieu défensif sous Luis Enrique, qui fonctionne plutôt bien, mais il est toujours pris en grippe par une partie des supporters. Pas en mode c'est un mauvais gars ou autre, hein, mais juste il a pas le niveau. S'il rate son tir au but, c'est finito, quoi. Et du coup, je me faisais dessus au moment où il se présente pour ce tir au but, vu que c'est un joueur que j'aime bien, Beraldo. Et finalement, il réussit. Et du coup, il est le héros parisien de la finale, je pense qu'on peut le dire. Non, évidemment, j'exagère, je le pense pas. Mais franchement, solide mentalement. Par contre, ça, je pense très premier degré. Exercice pas évident d'être le 5e tireur du Paris Saint-Germain dans une finale de Ligue des Champions alors que t'es Lucas Beraldo et que t'es pas un cadre. Chapeau, monsieur. Alors, Beraldo, je vais le mettre haut niveau, mais c'est un haut niveau qui est un petit peu particulier. Je m'explique. Beraldo, c'est un mec qui a moins de temps de jeu cette saison que la saison précédente. Il me semble, si je dis pas de conneries. Quoique, il a regretté beaucoup de temps de jeu en fin de saison, donc je vais peut-être être surpris, mais non, on est d'accord. 2451 minutes, 1788 la saison passée. Certes, il a désormais joué au milieu de terrain, il a ajouté cette corde à son arc, mais auparavant, il jouait aussi latéral gauche, en plus d'avoir été très souvent défenseur central. Désormais, il y a Zabarni qui lui gratte un petit peu de temps de jeu, donc Beraldo a été un petit peu perdant par rapport à ça. Et d'ailleurs, si on va voir son temps de jeu, c'est assez marrant, je pense.
C'est toujours un grand moment de solitude, hein, ces tier lists, parce que je dis je pense, je me lance là-dedans, mais ça se trouve, ça va totalement affirmer ce que je suis en train de vous dire. Il y a le début de saison où il joue un peu, et là, on voit, t'as toute une partie du corps de saison où, en fait, Beraldo, il est perdu pour la France, enfin, pour le Brésil, pour le PSG, j'emploie ça comme une expression, et il retrouve du temps de jeu à partir du moment où bah, il va également tâter un petit peu du poste de milieu. Et Beraldo, j'ai bien aimé parce que en fait, sa saison, elle aurait très très bien pu se situer en décevant, voire en mitigé. Je mets en mitigé plutôt que décevant parce qu'en fait, Beraldo, pour qu'il déçoive, il faut vraiment qu'il fasse une saison pourrie. Parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui commençaient la saison en espérant que Beraldo soit absolument énorme. Mais il aurait pu avoir cette saison un peu décevante et finalement, bah ouais, 7 matchs en milieu défensif, 16 en défenseur central. Et je trouve que c'est un joueur qui a vraiment eu une capacité à se réinventer sous Luis Enrique. Il a toujours été décrit par moi le premier assez facilement, il faut bien le reconnaître, comme un joueur qui a un certain toucher de balle, qui a une certaine vision, qui par contre défensivement pourrait progresser un petit peu. Bon ben voilà, si on l'analyse comme défenseur central du côté du Paris Saint-Germain, on voit qu'il est bien dans le jeu de possession et les interceptions, bien aidé aussi par le fait que ses stats sont aussi biaisés par le milieu de terrain où il a fait les interceptions. Et c'est pas le défenseur qui défend le plus du circuit. Après, encore une fois, c'est en Ligue 1. T'as pas autant d'interventions défensives à faire du côté de la Ligue 1, pas mal de kilomètres parcourus, etc. Mais moi, je trouve que c'est un joueur qui a un avenir au poste de milieu de terrain. Je le dis clairement. Alors évidemment, au PSG, t'as Zaïre Emery, t'as Joao Neves, t'as Vitinha, t'as Fabian Ruiz. Il va pas leur passer devant. Je suis pas en train de vous dire ça. Mais Beraldo, c'est un mec qui a 22 ans, qui au Paris Saint-Germain est valorisé 22 millions d'euros, mais il a été recruté pour. Il ne veut pas me l'afficher définitivement, j'ai du mal à charger aujourd'hui les pages Transfermarkt. Mais il n'a pas été recruté pour beaucoup, voilà, de mémoire c'était 20 millions d'euros, 20 millions d'euros. Contrat jusqu'en 2028, il a encore moyen de trouver sa place dans l'effectif et je trouve qu'il offre une palette différente de tes milieux de terrain actuels déjà, donc ça c'est plutôt cool. Et en plus de ça, bah, il fait le nombre de façon utile, parce que t'as pas non plus 4 millions de milieux de terrain du côté du Paris Saint-Germain. Tu fais beaucoup jouer des mecs comme Lee, etc. au milieu, mais c'est pas la même demande. Donc franchement, Beraldo, je le mettrais pas au-dessus des attentes, parce qu'il joue quand même moins. Il a toute une partie de la saison qui est très franchement décevante, mais est-ce que Beraldo dans son ensemble, je le mets en décevant Non, je pense pas, je le mets au niveau. Ousmane Dembélé. Alors Ousmane Dembélé, je suis partagé. Enfin, j'ai un avis qui est très tranché, mais mon avis très tranché est fait d'éléments qui sont des petites contradictions. Je m'explique. L'éléphant dans le couloir concernant la saison d'Ousmane Dembélé, c'est qu'il a très peu joué. Il a été absent, comme vous le voyez, toute la première partie de saison. En fait, l'année 2025 de Dembélé, c'est une année de fantôme. Faut dire les termes au bout d'un moment. Hein. J'aime bien Dembélé, mais c'est une année de fantôme. Et Dieu sait que maintenant je fais gaffe quand je critique Dembélé parce qu'il m'a donné la plus grosse erreur de ma vie sur le football, même sans parler de YouTube. Alors désormais je fais gaffe. Année 2026, vraiment énorme. Et moi en fait, je me dis, il y a deux manières de voir les choses. Soit on se dit, ah Dembélé il joue pas beaucoup, c'est décevant. Ok, mais même la saison dernière en fait, Ousmane Dembélé, je vais vous prendre son temps de jeu, c'était pas le plus gros temps de jeu du Paris Saint-Germain, hein. Il avait été au contraire plutôt bien géré. 3286 minutes de jeu, c'est pas non plus un truc complètement hors norme, quoi. Donc ouais, il joue beaucoup moins cette saison, mais en fait, 20 buts en 2100 minutes de jeu, 33 buts en 3002, on n'est pas loin dans les standards. Il a quasiment autant de passes décisives alors qu'il joue beaucoup moins. Et en fait, moi, j'ai dit que je faisais gaffe à ce que je disais sur Dembélé, mais je vais le mettre en très satisfaisant et j'hésite même à aller au-dessus des attentes. Parce que pour moi, Dembélé, je m'attendais pas à ce qu'il devienne nul cette saison, mais je me disais, ça va être très dur qu'il refasse une saison comme celle du Ballon d'Or. J'avais vraiment du mal à croire qu'il soit capable de refaire cette saison. Et en fait, bah si, c'est pas la même saison. Il n'y a pas le côté inéluctable de Dembélé qui, durant toute une série de matchs, a mis un but par match. C'est pas ce qui s'est passé. On voit qu'il y a quelques matchs où il a moins joué, quelques matchs où il a pas marqué. Sa finale, il marque. Il est également sur l'action du penalty. Donc vraiment, pour moi, ça c'est à souligner. Mais c'est pas la plus grande finale du monde d'Ousmane Dembélé. Et d'ailleurs, c'est pas la plus grande finale du Paris Saint-Germain dans son ensemble, si vous voulez mon avis. Mais malgré tout, Dembélé, il fait encore une saison où
Bah, force est de constater qu'il n'a pas déshonoré son titre de Ballon d'Or. Il y a beaucoup de joueurs qui, une fois qu'ils ont le Ballon d'Or, quand ils s'appellent pas Messi ou Cristiano Ronaldo, faut le digérer. Et la saison de l'après, elle est parfois compliquée. Bah, Dembélé, avec une pression monumentale, avec une saison qui pouvait sembler en sur-régime parce que c'était d'infiniment loin la meilleure de sa carrière, avec beaucoup de choses qui jouaient contre lui, il a réussi à faire une saison vraiment très très costaud. Donc, je vais pas mettre au-dessus des attentes parce que bah, il a quand même pas joué en 2025. Enfin, il a joué, mais vous voyez ce que je veux dire, vous voyez les stats. Donc, ce serait très dur pour moi de le mettre dans la meilleure catégorie possible du Paris Saint-Germain. D'autant plus que ben, on parle du Ballon d'Or et je vous le disais en introduction, il ne s'agit pas de juger que la qualité de la saison, mais également les attentes. Et Dembélé, bah, qui fait une très grande saison, j'ai presque envie de dire, c'est ce qu'on attend de lui. Donc on pourrait presque le mettre au niveau en abusant un peu. Mais je le mets dans très satisfaisant. Je pense que vous avez compris pourquoi. Lucas Chevalier. Mais il n'y a pas de débat. Lucas Chevalier, c'est décevant. J'ai vu un tweet de... Voilà, alors je sais pas pour casser du sucre sur eux, hein, mais j'ai vu un tweet d'ActuFoot qui m'a beaucoup fait rire en mode... je crois que c'est ActuFoot, ça se trouve, c'est un autre compte du style. Donc vraiment, pour vous dire que ça n'a rien de personnel, tous les comptes foot font des bons et des mauvais tweets. Je vous ai dit moi-même en introduction de la vidéo que mon débrief à chaud, je suis pas d'accord avec certains trucs que je dis moi-même. Donc vraiment, c'est pas parce que je les critique sur un tweet précis que c'est à prendre comme un assassinat en règle. Mais ils ont fait un tweet en mode ah, Luis Campos, on sous-estime le génie, ils ont été chercher Safonov pour 20 millions d'euros. Quelle trouvaille, lui qui arrive à être le titulaire et tout. Enfin, il y avait un peu ce côté wow, ce recrutement. Mais finalement, Safonov, il est titulaire sur un malentendu. Est-ce que le plan de la direction sportive du Paris Saint-Germain, on peut dire Luis Campos, on peut dire Luis Enrique, mais le plan de la direction sportive dans son ensemble, c'est de faire Chevalier le titulaire. Et je pense que quand tu regardes le temps de jeu, on parlait de la double saison de Dembélé, où il y a 2025-2026, c'est dur de faire pire que Chevalier. Et je le rappelle, ce mois de décembre où il disparaît, puis ce mois de janvier où il réapparaît, c'est que pour Safonov. En fait, c'est dans le sens où c'est Safonov qui se blesse en janvier, et du coup, c'est pour ça qu'on revoit Chevalier. Mais Chevalier, il est mort dans le film dès le début du mois de décembre. Donc en fait, Chevalier, il vient en tant que titulaire, il est soutenu par Luis Enrique, c'est un des rares transferts du mercato estival, et Chevalier, il se retrouve à finir la saison sans avoir joué depuis janvier. Février, mars, avril, mai. Ça fait 4 mois qu'on n'a pas vu Chevalier. Il a même perdu sa place en bleu. Je peux pas le mettre dans... Limite, il faudrait une catégorie Lucas Chevalier. Est-ce que je peux mettre une catégorie Oui. Tac. Hop. Hop. Catégorie Lucas Chevalier. Et c'est pas pour être méchant avec lui, c'est juste il est complètement à part, en fait. Je disais que ça me dérangeait de mettre certains joueurs dans notre catégorie. Je pense toujours, moi, que Lucas Chevalier est un bon gardien. Je pense toujours qu'il peut encore progresser. Il est très très jeune et franchement, je pense que poser 40 millions d'euros sur lui, c'était pas un scandale, mais c'est difficilement imaginable de faire pire pour lui, tant sa saison tourne à la catastrophe. Et là où il a pas de chance, Chevalier, c'est que normalement il aurait pu gratter du temps de jeu en coupe. Mais bah, vous savez ce qui est arrivé, hein, le Paris Saint-Germain a vu son aventure être raccourci en Coupe de France. Il n'y a plus la glorieuse Coupe de la Ligue, donc forcément moins d'opportunités, et même en Ligue 1, même dans les matchs complètement pétés, il n'a pas joué. Donc assez dur pour Lucas Chevalier, il a bien sa catégorie à part. Passons désormais, alors je crois que c'est John Tout, on va tout de suite ouvrir sa petite fiche. Tac. Alors, parce que alors, je dois vous avouer que les jeunes du Paris Saint-Germain, moi j'ai une interrogation sur les aspects contractuels. C'est pour ça que je me le remets. Ok. 2028. C'est bien ce que j'avais en tête. John Too, bah, il n'a pas eu un temps de jeu absolument énorme, je pense qu'on peut le dire, parce que évidemment, bah voilà, j'ai pas besoin de dire plus de commentaires, mais il a quand même gratté 10 minutes de jeu. C'est un joueur qui, du côté du Paris Saint-Germain, fait partie de cette future génération à 18 ans. C'est un joueur qui, si on va reprendre la petite... Non, je l'écris mal. Oui, c'est une John Too. Déjà, je fais gaffe en termes de prononciation.
à pas dire N'Jantou comme N'Golo, c'est N'Golo. Je fais gaffe à ça, mais du coup, je m'y perds un petit peu parfois. C'est un joueur qui finalement fait sa première saison, vous le voyez. Moi, je suis pas les jeunes du Paris Saint-Germain, donc je vois leur début en professionnel. Je vais mettre haut niveau, mais un peu par défaut, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous êtes suiveur des catégories de jeunes du Paris Saint-Germain, je sais qu'il y en a qui regardent les vidéos, qui sont des supporters du PSG, qui regardent beaucoup les jeunes du côté du Paris Saint-Germain. Vous aurez un avis plus avisé. Vous me direz si vous aviez des attentes particulières concernant N'Jantou. Moi, j'en avais aucune. C'est un joueur qui a fait ses premiers pas dans l'effectif professionnel, sa première vraie saison, je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est un joueur qui a eu une blessure à l'ischio relativement importante. Sans ça, il aurait eu plus de temps de jeu vu comment c'était lancé. Bon, bah merci, au revoir. Au niveau, c'est un peu la catégorie je me mouille pas. Mettons Désiré Doué. Alors Désiré Doué, je dois vous avouer que je suis un peu dans la merde pour le classer. Je suis désolé, je suis vulgaire. Mais pour vous dire les choses très très franchement, Désiré Doué, c'est un peu un joueur qui... Je vous parlais de Dembélé qui a connu une année 2025-2026 différente, même chose pour Chevalier. La saison dernière, Désiré Doué, c'était le joueur qui avait connu une saison 2024-2025 différente entre l'année civile 2024 et l'année civile 2025. Parce qu'il avait été incorporé avec parcimonie par Luis Enrique, il avait vraiment explosé en fin de saison jusqu'à devenir l'homme de la finale de la Champions League. Mais pour autant, ça restait un mec de 20 ans enfin 19-20 ans, qui avait fait sa première saison au Paris Saint-Germain, qui était en fait une première demi-saison. Donc quel genre d'attente tu fixais sur la saison de Désiré Doué? Moi, je suis persuadé que c'est un joueur qui incarne l'avenir de l'équipe de France. C'est pas le seul, mais il en fait partie. Je suis persuadé que c'est un joueur qui mérite sa très grosse valorisation, là, vous la voyez, de 90 millions d'euros, ce qui est absolument une dinguerie. Mais pour autant, c'est un joueur où je me dis plus que pour aucun autre, vu à quel point il a été mis en avant avec la Champions League et la finale, que le plus dur, c'est pas forcément la saison de la révélation, mais c'est la saison de la confirmation. C'est très cliché de dire ça, mais ça se confirme un nombre incalculable de fois. Et Désiré Doué, il fait une saison où il a plutôt de bonnes stats, moins bonnes que la saison dernière, moins de temps de jeu également. C'est un joueur qui a du temps de jeu comme Dembélé, surtout sur la saison, la seconde partie de saison, avec des matchs qui ont été quand même relativement bons pour la plupart, mais vous voyez qu'il sort souvent. Et en fait, j'ai du mal à vous dire, moi je le mettrais au niveau. Parce qu'en fait, je vais pas le mettre en très satisfaisant, dans le sens où finalement, il est plutôt dans la lignée de ce qu'il a montré fin de saison dernière. Peut-être un petit peu moins bon que vraiment la fin de saison dernière où je le trouvais vraiment énorme. Mais en même temps, c'est la saison de la confirmation, elle est pas facile, donc finalement, je me dis, ok, Désiré Doué, je ressors de cette saison en me disant, c'est conforme au contrat, mon gars. T'as complètement explosé du côté du Paris Saint-Germain, tu t'es imposé comme l'avenir du club, l'avenir du foot français, comme le grand héros de la finale de la Champions League, t'as besoin de digérer tout ça. Fais une saison où tu prouves que t'as ta place dans le Paris Saint-Germain, que t'es un mec utile dans un effectif aussi compétitif que celui qui vient de remporter la Champions League. Bon, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait en sachant que quand il est revenu de blessure, vous le voyez, il était titulaire. Et c'est pas Barcola qui était titulaire. Il y a Dembélé que tu vas mettre en pointe. Derrière, il faut t'organiser avec Barcola, avec Vara, avec Désiré Doué. Tu peux même ajouter des joueurs que je qualifierais sans aucun manque de respect, mais de second chapeau. Kang In Lee, par exemple, tu l'imagines mal avoir une place de titulaire à la place des autres sur le front de l'attaque, sans même parler des interrogations autour de son poste. Bon, voilà, Désiré Doué, il a réussi à faire son trou, se mettre en tant que titulaire. C'est pas la saison où je me dis waouh, Dembélé, Désiré Doué, il a encore passé un cap. Non, je me dis, t'as rempli le contrat et le contrat il était quand même assez exigeant, donc franchement, bravo à toi. Dro Fernandez. Alors Dro Fernandez, c'est un joueur qui est assez intéressant à analyser par rapport aux attentes qu'on peut avoir sur lui. Et c'est typiquement le genre de joueur, je vais pas réussir à le trouver. Dro Fernandez, voilà. C'est typiquement le genre de joueur où je vous expliquais en début de vidéo qu'il faut mettre le curseur des attentes au bon endroit. C'est le hasard qui fait qu'on enchaîne avec Désiré Doué, mais le hasard fait plutôt bien les choses parce qu'en fait,
j'aurais un peu la même lecture sur lui que pour Désiré Doué. C'est qu'en fait, Dro Fernandez, c'est un joueur qui donc arrive au cours du... Voilà. Au cours du mercato hivernal, il signe fin janvier au Paris Saint-Germain, en provenance du FC Barcelone. Et c'est un joueur qui donc a aujourd'hui une demi-saison du côté du PSG, mais une demi-saison en comptant les tout premiers jours. Et si tu prends la première demi-saison de Désiré Doué au Paris Saint-Germain, il fait pas grand-chose. Il connaît son incorporation. C'est dans la deuxième partie de sa première saison qu'il explose. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que forcément, connaissant Luis Enrique, sa manière d'incorporer les joueurs, je m'attendais pas à ce que Dro Fernandez ait beaucoup de temps de jeu. Il en a eu plus que ce que je pensais. Parce que mine de rien, alors là c'est biaisé parce qu'il y a le temps de jeu possible au FC Barcelone, mais on va compter à partir du mois de février, quand il arrive au PSG, et ben quand il s'agissait de faire tourner un petit peu face à Nantes, quand il s'agissait de faire rentrer une mi-temps face à Angers, quand il s'agissait d'affronter Lorient, Brest, Lens pourtant, mais match décalé avec les enjeux qu'on connaît, Dro Fernandez a été utilisé par Luis Enrique. Alors ça n'a pas été, le joueur le plus impressionnant du monde. Est-ce qu'il ressort en Pedro Fernandez? Pedro Fernandez, est-ce que c'est Dro Fernandez? Je dois vous dire que j'ai pas le nom complet. Si, ça doit être lui. Pedro Fernandez Sarmiento, c'est Dro Fernandez de son surnom, mais il ressort en Pedro Fernandez. C'est pas le joueur qui brille le plus en termes de statistiques, évidemment, mais c'est un joueur qui m'a fait une bonne petite impression, en fait. C'est un joueur qui m'a fait une bonne petite impression parce que il signe au Paris Saint-Germain en cours de saison, t'en attends strictement rien si t'es pas un demeuré, parce que c'est un mec qui est très jeune aussi, son anniversaire c'est en janvier 2008. Donc en fait, il signe au Paris Saint-Germain, il vient tout juste de fêter ses 18 ans. Il a le même âge que John Tou, etc. Donc t'es pas en droit d'attendre qu'il fasse des choses extrêmement énormes. En plus, il arrive pour une somme relativement modique. Bon, faut voir la situation aussi. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que je m'attendais pas à ce qu'il trouve cette place aussi rapidement en Ligue 1. Parce que vous voyez, à partir du moment où il est éligible en Ligue 1, il joue 51% des minutes possibles. Alors je pense pas que sur une saison entière où t'as tous les joueurs du PSG en forme, il joue 51% des minutes, mais il a su se faire sa place. Et pour un joueur que Luis Enrique apprécie, j'imagine, s'il se retrouve ici, je trouve qu'il fait plutôt bien ses premières apparitions, qui va plutôt bien gratter du temps de jeu, et surtout, tu regardes, oui, c'est un mec qui découvre le circuit professionnel. Donc franchement, je le mets... je sais pas si je vais le mettre en... Je vais le mettre en très satisfaisant, mais dans le sens où j'en attendais rien, et rien que le fait qu'il ait eu pas mal de temps de jeu, je trouve ça cool, et il m'a fait une bonne impression. Il m'a fait une bonne impression, pas dans le sens où il a été incroyablement bon sur le terrain, mais en fait pour un mec qui a 18 ans, qui débarque au cours du mercato hivernal et qui fait ses premières minutes de jeu en professionnel quasiment, j'en attends pas des bonnes prestations. J'en attends des trucs où je me dis, ah là c'est une plante qui demande qu'à pousser, qu'à être arrosée, qu'à être entretenue pour devenir un truc formidable. Et j'ai vu ces trucs chez Dro Fernandez. C'est un joueur auquel je crois pas mal. Et je trouve qu'il fait une belle entrée du côté du Paris Saint-Germain. Et là, on en revient vraiment à ce que je vous disais en introduction. Évidemment, Dro Fernandez fait pas une meilleure saison que Désiré Doué. Évidemment. Mais en termes d'attente, voilà. Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, je suis partagé. Allons sur le cas de ce cher Lucas Hernandez qui fait partie du voyage avec l'équipe de France, qui a eu du temps de jeu régulièrement sur toute la saison, qui a même eu des entrées en Champions League, vraiment. C'est un joueur qui a eu son petit quota, de minutes de jeu. Lucas Hernandez, faut également dire, moi c'est toujours mon prisme d'analyse à travers ce joueur. Il a que 30 ans, mais dans ma tête, il a 150 ans. Parce que voilà, tout 2024, il passe avec sa rupture du ligament croisé. Il a un passif médical où le mec, il est blessé, mais a pu savoir quoi en faire. Je pense que je vais le mettre au niveau, parce que mine de rien, si tu prends juste le salaire, tu le mets là. Si tu prends ce que je considère du joueur, moi je le mets là, parce que j'en attendais pas autant. Je pense que je vais essayer de prendre un peu de hauteur. Je vais le mettre au niveau, dans le sens où... Qu'est-ce que tu peux légitimement attendre de Lucas Hernandez en début de saison? Qu'il soit un joueur de banc pour le Paris Saint-Germain, d'expérience, qui peut apporter à certains moments.
Je trouve que c'est plus ou moins ce qu'il a fait. Voilà. Achraf Hakimi. Alors Hakimi. Cas particulier Hakimi. Et là, on revient dans le fameux où est-ce que tu passes, où est-ce que tu places la barre des attentes. Voilà. Pour vous dire, je trouvais tellement pas dans la liste des noms que je l'ai repéré au drapeau du Maroc. C'est vous dire à quel point quand je cherche des noms, on n'arrive pas à le trouver. Hakimi, il a eu une saison faite de blessures et d'absence pour la CAN, bien évidemment. Donc en fait, c'est une saison où on a très peu vu Hakimi au Paris Saint-Germain, où Hakimi n'a pas été mauvais pour autant, même si à mon sens, il n'a pas été au niveau de sa saison passée. Je ne sais pas où on en est en termes de comparaison de statistiques avec, avec la saison précédente. Ce sera les stats en Ligue 1, je précise. Si je les mets en brut, bon, il ressort quand même moins que la saison précédente, ça va sans dire, sur tous les domaines. Et Hakimi, je l'ai trouvé nettement moins bon, ouais. Je l'ai trouvé nettement moins bon. Je dirais mitigé, mais pour une raison toute simple, avant que vous m'assassiniez, laissez-moi développer, c'est qu'en fait, Hakimi, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. On termine la saison passée. Je sais pas où vous situez Hakimi dans la hiérarchie des latéraux mondiaux, mais pour moi, c'est peut-être le meilleur au monde à son poste. Est-ce que cette saison, il fait une saison de meilleur au monde à son poste? Non. Ça aurait été quoi une saison haut niveau pour moi d'Hakimi? Par exemple, ça aurait été une saison où, même si, vous allez le voir, je suis très content de Zaïre Emery, normalement, quand tu commences la saison en étant considéré comme le meilleur latéral droit du monde, tu donnes pas l'heure à Zaïre Emery qui dépanne sur la droite. Et pourtant, je trouve qu'il y avait potentiellement un sujet sur Zaïre Emery ou Hakimi qui n'avait pas sa pleine forme au cours de cette finale, au moment où tu choisis qui aligner. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas sa faute s'il est blessé. Bah ouais, mais Dembélé, je l'ai mis en très satisfaisant et pas au-dessus des attentes parce qu'il a souffert de son absence au début de saison. C'est pas de sa faute non plus à Dembélé. Mais au bout d'un moment, être un bon joueur de foot, c'est également être capable d'être toujours présent. Sinon, Johan Gourcuff serait le meilleur joueur du monde. J'exagère, mais je pense que vous avez l'idée. Et j'ai trouvé qu'Hakimi est passé un peu plus à côté de ses matchs que l'année dernière. C'est pas pour dire qu'il fait une mauvaise saison. C'est juste pour dire qu'en point de comparaison, si j'avais mis Hakimi au niveau, ça aurait voulu dire que je considère que il est un peu dans la droite lignée de sa performance de la saison passée. S'il avait fait mieux que ce que j'espérais, je l'aurais mis en très satisfaisant. Mais Hakimi, c'était pas un mec où je me disais qu'il était en sur-régime l'année dernière. Je me disais qu'il avait fatigué physiquement à un moment, mais pour autant, je me disais pas, on va commencer 2025-2026, on va avoir un Hakimi qui va baisser de régime. Non, moi, le niveau intrinsèque de Hakimi, je pense, à tort ou à raison, chacun va mettre ce qu'il veut en termes d'avis. Je le mets sur ce qu'on a vu l'année dernière. Cette saison, il a été moins bon, donc mitigé. Alors il y a plein de raisons qui expliquent ça. Il y a également les affaires judiciaires d'Hakimi qui sont extrêmement sérieuses, où il y a des accusations très graves sur lui, où tu as son poteau Kylian Mbappé qui essaye de le défendre et qui en fait défend aussi bien devant un tribunal que sur un terrain de foot parce que ça l'enfonce davantage. Je me prononce pas trop là-dessus parce que contrairement à un cas comme Greenwood, on n'a pas de preuves très concrètes concernant Hakimi, mais on sait à quel point c'est difficile dans ces affaires de trouver des preuves. Bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Je pense que vous avez compris un petit peu ma position, mais je pense que ça a joué psychologiquement sur le joueur et que du coup sa saison, ça a eu un impact dessus. Saison mitigée, disons-le clairement. Il mérite pas d'être considéré comme haut niveau. Le Hakimi de la saison précédente, il donne pas trop l'heure au Hakimi de cette saison pour les performances au Paris Saint-Germain. Ensuite, Kang In Lee. Alors Kang In Lee, c'est un joueur qui divise un peu du côté du Paris Saint-Germain. J'ai l'impression qu'il y a ses fanboys, il y a ses critiques. La réalité, c'est que 2000 minutes la première saison, quasiment 2004 la deuxième, 1800 ici. C'est un joueur qui arrive toujours à faire son trou du côté du Paris Saint-Germain, qui est jamais spectaculaire. Moi, je le mets au niveau. C'est exactement la saison que j'attends de Kang In Lee. Et en fait, il y a des rumeurs comme quoi le joueur aurait des velléités de départ. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, pour le Paris Saint-Germain, le céder, parce que c'est un joueur qui est valorisé 28 millions d'euros. Il a 25 ans, je pense même que tu peux le céder 30. Il n'a pas été acheté à cette hauteur-là. Il a été acheté 22, voilà. C'est un joueur qui fait une saison où, ça me fait toujours triper de mettre ça.
c'est que quand tu regardes la saison de Candingley statistiquement, je trouve que ça ressort vraiment bien dans tout ce qui est créatif. C'est un joueur qui est très très valorisé ici par ses statistiques, mais qui parfois va donner cette impression de jouer un petit peu aux plates. Bon, ben moi j'ai envie de dire qu'en League, j'ai exactement le même avis en fin de saison aujourd'hui qu'en fin de saison l'année dernière. C'est que c'est vraiment un joueur que j'ai trouvé utile à l'effectif du Paris Saint-Germain, mais en dessous du niveau des titulaires, hein, tout simplement. Marquinhos, très satisfaisant. Alors Marquinhos, je le mets en très satisfaisant parce que je redis ce que j'ai dit, je classe les joueurs à l'aune de mes attentes et Marquinhos, il y a quand même un monde où il était donné mort dans le film en début de saison. Zabarni, on va pas faire semblant, il arrive pour l'avenir, mais il arrive également pour le présent. Tu dis, ah, peut-être que Marquinhos, il va être un joueur qui va être un peu dépassé cette saison. Alors, il a moins de temps de jeu, vous le voyez. 2500 contre 3500 la saison passée, mais ce qui est intéressant, c'est que le Marquinhos, il n'a pas moins de temps de jeu parce qu'il est minable, il a moins de temps de jeu parce qu'il y a des petites absences, parce qu'il est reposé, mais en Champions League, je vais aller sur Transfermarkt, ça va être encore plus parlant, en Champions League, charge, bah voilà, hein, 88% de 11 de départ, Marquinhos. Et le mieux, c'est que je trouve que Marquinhos a été largement meilleur que ce à quoi je m'attendais au cours de ces matchs de Champions League. Pour moi, c'est un joueur qui a répondu présent et c'est un joueur où j'ai tendance à me dire ah, il commence à vieillir et tout, bah il m'a fait taire un petit peu. Alors, c'est pas le défenseur central que je préfère du côté du Paris Saint-Germain, c'est l'Équatorien, on y reviendra. Mais en attendant, moi qui ai été très critique, et il y a aussi, c'est pas un avis ultra atypique que j'ai sur Marquinhos, hein, tout le monde sait qu'il y a une sorte de chant du cygne qui est en train de se faire. Il partira, il n'est pas parti l'été dernier, peut-être qu'il partira cet été, peut-être pas, mais dans tous les cas, tu sens que t'es un peu au bout de l'histoire. Tu vas pas le foutre à la porte parce que c'est l'emblème de ton club, c'est ton capitaine, il reste performant, mais tu sens que t'es plus sur la fin que le début. Bon, bah cette saison, faudra que je me refasse les matchs, mais limite j'en sors plus convaincu que la saison passée. Donc évidemment, pour moi, c'est très satisfaisant. Mbaye, alors, situation particulière pour Mbaye. Je pense que quand on regarde ces minutes de jeu, ça va être parlant. Et quand je vous parlais de certains jeunes du Paris Saint-Germain, où je ne sais pas exactement où ils en sont contractuellement, c'est Mbaye que j'avais en tête. Parce que lui, je sais pour le coup. Hein, Mbaye, il y a la fameuse question de est-ce qu'il reste, est-ce qu'il part, quel est son avenir du côté du Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui a beaucoup monté en valeur marchande. C'est un joueur où il y a eu des questions de prolongation. C'est un joueur qui a un peu disparu avant de réapparaître, où il n'y a pas que des questions sportives dans sa gestion. Donc en fait, j'aurais du mal à juger un petit peu les performances d'Mbaye de façon purement sportive. Parce qu'en fait, dans sa saison, il n'y a pas eu que des questions purement sportives, j'ai l'impression. Mais c'est un joueur qui, lui aussi, a fait ses grands débuts. Hein, parce que la saison passée, on l'avait un peu vu, mais on l'avait un peu vu en Youth League dans ses minutes de jeu. En Ligue 1, c'était que 336. Là, il joue plus. Il a fait quelques bons petits matchs. Je vais même le mettre... Alors, je sais pas si très satisfaisant, c'est le mot. En fait, je suis partagé. Dans l'absolu, sa saison, elle n'est pas très satisfaisante. Mais si on prend que le sportif, j'ai tendance à dire qu'il est quand même au-dessus de mes attentes. Alors pas au-dessus des attentes dans le sens où il est vraiment au-dessus du lot. Mais je vais le mettre ici hein, quand même. Je pense que c'est plutôt bien, très satisfaisant. Franchement, t'en attendais pas grand-chose. C'est quand même un joueur qui a été remarqué au cours de la saison. Kvaratskhelia, bon c'est le premier que je mets là. Quand je vous disais que j'avais pas envie de mettre tous les joueurs dans cette catégorie, qu'il y en a que j'avais envie de mettre un peu unique, Kvaratskhelia, Kvaratskhelia, c'est le joueur de la Champions League. Il a été élu par l'UEFA comme joueur de la compétition et une fois n'est pas coutume, je pense qu'il n'y a pas de scandale là-dessus. Si on prend le détail de sa saison, 10 buts, 6 passes décisives et surtout, il s'est forgé cette réputation d'être le joueur clutch des gros matchs de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain parce que ses buts, il les met pas n'importe quand. Si on regarde face au Bayern, il met son doublé. Liverpool, bon match. But sur le match aller. C'est un mec qui a été très présent dans les phases finales, en fait. But face à Chelsea.
Lors de la finale, c'est lui qui obtient le penalty. Et le penalty, il n'est pas anodin. Parce que c'est le seul but face à Arsenal. C'est grâce à lui. Alors Dembélé est impliqué dessus, mais quand même. Et en fait, au-delà de tout ce que Kvara a fait de bien et a fait de mal au cours de cette saison, il a donné vraiment l'impression d'être monsieur, je mets le costume des grands soirs. Et ça, c'est ce qu'il faut à un club comme le PSG. Parce que tu peux espérer ce que tu veux avec un très bon effectif. Et on est tous d'accord sur le fait que la victoire du Paris Saint-Germain cette saison, c'est la victoire d'un collectif. Mais en attendant, il y a un moment où il te faut quand même des joueurs très très hauts. Il y a un moment, il te faut quand même un Cristiano Ronaldo mèche blonde. J'exagère un peu, mais vous voyez l'idée. Et Kvaratskhelia, je trouve qu'il a été à ce niveau-là. Et une fois n'est pas coutume, je pense que je vais regarder ses stats en Ligue 1, mais je vais surtout vous montrer ses stats en Ligue des Champions. Parce que ça, c'est bon. Les stats de Ligue 1 elles sont déjà énormes, en fait. Alors qu'il m'a pas laissé une impression phénoménale en Ligue 1. Mais c'est surtout en Coupe d'Europe où Kvaratskhelia, voilà, en termes de but, surtout que c'est pas un tireur de penalty, Kvaratskhelia, rappelons-le, quand on joue à qui est le meilleur buteur de la compétition, c'est un mec qui a défendu comme un chien, même si ça ressort pas ici, t'as des actions de pressing. C'est un mec qui a vraiment été irréprochable dans l'attitude, qui a vraiment fait part d'un grand talent, et en fait, je dirais que c'est un joueur qui a été bon quand ça comptait aussi, parce que c'est bien beau de faire tes stats contre des petites équipes, mais on s'en fout. On- En fait, le niveau moyen de la saison de Kvaratskhelia, il n'est pas aussi exceptionnel que ça. Kvara, il y a des matchs de Ligue 1 où il n'a pas été phénoménal. D'ailleurs, 28 matchs, 8 buts, 4 passes décisives, c'est pas le truc incroyable pour un joueur de sa classe. Parce qu'on est tous d'accord sur le fait que Kvaratskhelia, c'est un joueur de très grande classe. Il fait pas une très grande saison de Ligue 1. Mais j'ai envie de dire, mec, ce que je vais dire est un peu triste, parce que je suis pas pour galvauder l'importance des titres nationaux. Mais le PSG a pas besoin de Kvaratskhelia pour gagner à la Ligue 1. On est tous d'accord là-dessus. Moi, je préfère avoir un Kvaratskhelia qui me déçoit en Ligue 1 et qui est le héros de la Ligue des Champions que l'inverse. Alors oui, c'est triste et j'aimerais bien que le joueur soit au top tout le temps, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Joe Neves, bah au-dessus des attentes. Je sais même pas quelle va être la perception des gens là-dessus. Je le mets vraiment au sommet, Joe Neves, parce que Joe Neves, rappelons-le, c'est un très jeune joueur. Joe Neves, qui n'est pas dans l'équipe de la Ligue des Champions d'ailleurs, c'est seulement sa deuxième saison du côté du Paris Saint-Germain. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est un joueur qui colle 7 buts. Il fait 1m74, c'est un joueur de la tête qui est plus redoutable que Kylian Mbappé. Pardon, en plus j'aime pas le fait que on rapporte tous les succès du Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé. C'est vraiment un truc de gros rageux. Mais vous me connaissez, je défends Kylian Mbappé quand j'estime qu'il faut le défendre. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens qui l'ont giga critiqué et qui sont les premiers à l'applaudir pour la Coupe du Monde s'il fait une grande Coupe du Monde. Ceci dit, je comprends les supporters parisiens. Je comprends largement ça. Ce qui me fait un peu plus de mal, c'est quand je vois des médias qui se comportent comme des supporters alors qu'ils sont censés prendre un petit peu de hauteur. Mais pour en revenir à Joe Neves, oui, bah oui, désolé, la comparaison avec Mbappé a fait mal, mais c'est pour vous dire que Joe Neves, c'est un peu, c'est un symbole que j'aime bien, moi, le fait que ce soit pas un joueur grand et qui est très fort de la tête. Alors c'est dû au fait qu'il est peu surveillé, certes, mais c'est aussi un mec qui se déplace avec intelligence et qui a des capacités physiques exceptionnelles. Il a une détente de kangourou. Et je trouve que ça résume bien Joe Neves. Alors on s'en fout qu'il mette des buts de la tête, enfin on s'en fout pas, mais c'est mineur à l'échelle de sa saison. Mais ça vous montre bien un peu le mec qui est intelligent, qui se déplace bien. Et c'est sa saison de la confirmation, en fait, Joao Neves. Donc c'est... je vais le mettre en Ligue 1. C'est la saison la plus dure, entre guillemets. Voilà. Il fait partie des 3% de milieu de terrain qui met le plus de buts grâce à ses têtes. Pas que grâce à ça, hein, mais bon, vous avez compris. Et en fait, moi, Joao Neves, je suis toujours aussi fan parce que c'est un joueur qui a toujours ce côté chasseur, qui a toujours ce côté grosse intensité de la part du Paris Saint-Germain, qui est un vrai joueur de duel comme on peut le voir. Et Joao Neves, je trouve qu'il joue déjà comme un mec expérimenté et il coche à peu près toutes les cases en fait. Dans le football actuel, tu as besoin d'être extrêmement athlétique. Et athlétique, ça veut pas forcément dire faire 1m95 et être capable de tamponner un frigo si l'envie t'en prend. Non, ça veut dire être capable de maintenir une intensité, des courses, et tout ça, il le fait très bien, mais avec un talent exceptionnel. Donc franchement, non, moi, Joao Neves, ça fait partie des joueurs où je me dis, mais
Mamma mia, la bénédiction pour le Paris Saint-Germain, en fait, de l'avoir. Il a coûté cher, certes, mais il vaut combien aujourd'hui, João Neves? Il vaut 110 millions, mais demain... Ah non, 140. Il valait 110 millions la saison précédente, non? Ou c'est qu'ils n'ont pas mis à jour sur le truc global. 140 millions d'euros maintenant, bah ouais, je suis plutôt d'accord. Il a plus de doublé sa valeur marchande en 2 ans, João Neves. Je déteste le Portugal. Ils vont nous obliger à détester João Neves. On va avoir un France-Portugal, on va chialer sur le fait de l'avoir en face. Non, évidemment, je déteste pas le Portugal, mais c'est pour vous dire. Je suis très très content que le Paris Saint-Germain ait un tel joueur et je me dis merde, j'aimerais avoir un tel milieu de terrain en équipe de France. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur les qualités de João Neves? Il est intelligent, il est technique, il fait des efforts, il a encore de la marge de progression dans plein de domaines, la pression, il s'en bat les steaks, il est à sa saison de confirmation, il a 20 piges, il explose tout, merci, au revoir, il est au-dessus des attentes, il est dans le top du Paris Saint-Germain. Passons désormais à notre petit Mayoulou. Alors où est rangé Mayoulou? Il est rangé dans les milieux de terrain. Tac. Toujours un peu compliqué de savoir où ranger notre cher Mayoulou. Mayoulou, saison pleine en termes de temps de jeu. On ne le dit pas assez. Mayoulou, il y a aussi des questions de situation contractuelle. Ce qui me tue, c'est qu'on parle quand même d'un des jeunes du Paris Saint-Germain qui se développe bien, hein, qui a plus de doublé son temps de jeu. Et Mayoulou, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Pour dire les choses très clairement, je dis pas ça sous la contrainte et la menace. S'il y a une personne bien précise qui regarde cette vidéo, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup parce que déjà, c'est un joueur qui peut évoluer à beaucoup d'endroits. Et moi, ça, c'est un truc que j'aime bien chez un jeune, d'autant plus sous Luis Enrique, c'est que Mayoulou, en fait, il a une intelligence tactique et une palette de qualités techniques suffisamment large pour qu'il puisse trouver sa place dans plein de systèmes. Quand t'es jeune, je vois ça d'un très bon œil parce que ça prouve que tu peux continuer à progresser. Et c'est un peu ce que je vous disais pour Dro Fernandez, c'est-à-dire que sur certains joueurs, je ne vais pas t'en regarder la performance absolue que les signes du fait qu'ils puissent grandir. Mayoulou, évidemment, je regarde désormais la performance absolue parce que c'est un joueur qui aujourd'hui est relativement mature, même s'il reste très jeune. Mais c'est aussi un joueur où je regarde ce genre de données. Bon, bah voilà, joueur qui a un volume de jeu suffisamment satisfaisant pour que Luis Enrique l'aime bien. C'est un mec qui a réussi à stater un petit peu. Ça, c'est quand on le regarde latéral, mais c'est évidemment dû aussi au fait qu'il avait un poste plus offensif. Je sais pas si je peux dire... Non, là, je vais pas pouvoir avoir les comparaisons et ses stats par rapport au décile des autres joueurs, si on le considérait comme un milieu de terrain. On va donc se passer de la partie stats, mais Mayoulou, je l'aime bien. Après, l'interrogation qu'on a autour de Mayoulou du côté du Paris Saint-Germain, c'est ça. Cette fameuse date butoir du 30 juin 2027, cette fameuse fin de contrat, et je trouve ça très dommage si jamais ça continue pas à Paris. Ce Mayoulou, c'est un joueur qui peut être considéré quasiment comme un titulaire en Ligue 1, disons-le très clairement, qui est certes baladé, mais qui répond présent, qui arrive à être au niveau de l'effectif parisien. Il n'est pas toujours irréprochable, mais moi j'aime beaucoup sa saison. Voilà, c'est un joueur qui, lui aussi, on pourrait dire saison de la confirmation plus difficile que saison de la révélation, surtout que lui aussi, comme Désiré Doué, a brillé en Champions League dans la finale. Mais c'est un joueur dont j'apprécie la progression. Et je ne sais pas s'il deviendra un jour un des très très grands joueurs. Je lui vois peut-être de façon moins évidente un potentiel de dingo comme Désiré Doué. Mais en fait, tu as des joueurs qui explosent en 1 ou 2 saisons. Et il y a des joueurs, ils continuent à progresser de façon linéaire. Genre, pour donner une image que tout le monde comprendra, mais qui est complètement bidon, si c'était un joueur qu'on évaluerait comme dans les notations FIFA, il est à 70 sa première année, 75, 80, 85, et au final, sans que tu comprennes trop pourquoi, il finit à un moment à être à 90. Alors je sais pas si Mayoulou finira par être considéré comme un des top joueurs mondiaux, mais en tout cas je le vois plus avoir une trajectoire un petit peu linéaire comme ça, et en fait aujourd'hui je me dis qu'il est très utile à l'effectif du Paris Saint-Germain, qu'il a parfaitement réussi à assimiler les préceptes de jeu de Luis Enrique, qu'il est pétri de qualité, et que finalement je vois pas trop son plafond haut, là où je m'interrogeais un peu la saison précédente. Pacho. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Pacho ? Alors je pense qu'en termes de stats, c'est pas une saison de folie. Je pense que Pacho, en termes de stats de duel gagné, il se fait un peu massacrer.
Bah oui, hein, sur les, sur les actions défensives, sur le nombre de duels disputés, c'est un petit peu moche, on va être honnête, mais ça m'étonne pas du tout par rapport au profil du joueur. C'est mieux en Coupe d'Europe, mais en fait, c'est un joueur où je saurais pas vous décrire pourquoi, mais je trouve qu'il a toujours les bonnes interventions, toujours la bonne sérénité, toujours la maturité nécessaire, une très grande complémentarité avec Marquinhos. Et je le mets vraiment au-dessus des attentes parce que pour moi, il se confirme comme étant un joueur d'avenir au sein du système parisien et la certitude que tu as au poste de défenseur central. On y reviendra sur les questions de centraux, notamment avec un petit Zabarni qui va approcher. Mais, euh, mais Pacho, j'ai rien à lui reprocher sur sa saison, en fait, c'est simple. Tu me demandes les matchs ratés de Pacho, alors il y en a peut-être que j'ai oublié. J'ai une mémoire de poisson rouge, mais je trouve quand même qu'il fait une saison relativement complète. Je trouve qu'à aucun moment je me dis merde, le Paris Saint-Germain part avec Pacho. Je me dis qu'il a le niveau pour être titulaire dans une équipe doublement championne d'Europe et que c'est un très jeune joueur, que lui aussi c'était sa saison de la confirmation. C'est pas forcément les joueurs que j'aime sur lesquels je vais développer le plus, parce que Pacho j'aime énormément, mais j'ai pas plus à développer justement, parce que pour moi c'est une évidence. Nuno Mendes, un peu de mal à le classer, Nuno Mendes, hein. Est-ce que c'est un peu le même cas qu'Hakimi en fait? Nuno Mendes, si tu prends la base de comparaison de sa saison précédente, est-ce que je peux le voir? Non, là, je peux pas le comparer à sa propre. Peut-être que si je regarde en Ligue 1. Si je compare à sa saison précédente, ouais, mais là on va le voir en Ligue 1. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est plus par rapport plus par rapport à la Champions League. Mais à noter que dans pas mal de domaines de jeu, cette saison, il est meilleur qu'en Ligue 1. Que la saison précédente. Il était meilleur peut-être dans les duels défensifs. Vous le voyez, le pourcentage de duels gagnés, et encore, ça joue vraiment à kiff-kiff. Mais en fait, Nuno Mendes, c'est un joueur qui l'année dernière a choqué tout le monde et un peu comme Hakimi, on se disait que c'était ce qui se faisait au mieux dans le monde à son poste. C'est un joueur qui avait réussi à contrôler Saka, notamment en Champions League. C'est un joueur qui avait réussi à contrôler beaucoup d'adversaires du Paris Saint-Germain, qui a fait une très très grosse campagne. Cette saison, je vais le juger moins sévèrement qu'Hakimi, que j'ai mis mitigé. Je pense que je vais mettre au niveau. Vous l'avez compris, parce que j'ai une barre d'attente absolument énorme. Mais en fait, c'est une saison qui correspond en fait à l'évolution que j'attends de Nuno Mendes, pour qui tout n'a pas été un fleuve tranquille au cours de sa carrière, qui a eu évidemment la petite période d'absence ici où tu le sortais du formol pour la Champions League. C'est un joueur dont j'apprécie toujours autant les qualités, toujours autant la saison. Il a que 23 ans, il est vraiment exceptionnel, mais rien de neuf sous le soleil. Zabarni, je vais pas le mettre en catégorie Lucas Chevalier, mais je pense qu'on peut le mettre en catégorie décevante. Alors décevante ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur. Décevant ne veut pas dire qu'il n'a pas eu sa place dans l'effectif, parce qu'on va le voir, il a eu largement sa place. Voilà, 2829 minutes de jeu. Il a énormément joué en Ligue 1, quasiment pas en Champions League. Décevant parce que Zabarni, t'en attendais, j'avais pas vu sa petite photo où il a un sourire qui ne lui rend pas honneur, un peu façon Joker. C'est un joueur que t'attendais beaucoup parce que ça a été ton deuxième recrutement du mercato estival. Ça a été un joueur qui avait une bonne cote du côté de Bournemouth. C'est un joueur que t'as payé cher, 63 millions d'euros, et vous voyez le pic de sa valorisation est derrière Vlam quand il arrive au Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui a jamais fait illusion face à Marquinhos et paradoxalement, ça se trouve, quand je vous parlais des stats de Pacho qui n'étaient pas fofolles, si on le compare en termes de stats purs à Pacho, tac tac tac, brut, et bien franchement Zabarni n'a pas à rougir de la comparaison. Comme quoi des fois il faut prendre des stats avec des pincettes. Les stats ne disent jamais des conneries, mais c'est plutôt qu'il faut les recontextualiser, prendre un petit peu de recul et être capable de les expliquer. Mais du coup, oui, pour en revenir à Zabarni, je le mets en décevant parce que finalement, ouais, il était censé concurrencer Marquinhos, il n'a pas réussi. Il y a eu des matchs où il n'a pas dégagé une grande sérénité, il y a eu des rencontres où il a été plutôt au niveau. Il a également montré tous les bienfaits de Marquinhos quand il accompagnait notre cher Pacho, parce que Pacho, il n'a pas toujours été aussi bon au cours de la saison quand il était accompagné par Beraldo ou par Zabarni. Donc non, saison décevante pour Zabarni. J'espère vraiment qu'il sera capable de faire mieux la saison prochaine, pour la simple raison que sinon ça va vers un échec.
Parce que c'est normal une année décevante. Mais si tu as une deuxième année décevante, ça va devenir compliqué. Surtout suivant la situation contractuelle de Marquinhos, tu pourras te retrouver à dire qu'il était censé être le 1 bis de Marquinhos, puis sa relève. Bah, au final, il n'a pas été le 1 bis cette saison. Il sera peut-être même pas sa relève. Moi, je le condamne pas. J'ai toujours espoir, mais saison décevante, il n'y a pas d'autre chose à dire. Safonov, bah, je le mets au-dessus des attentes, mais pas forcément parce qu'il fait une saison absolument exceptionnelle, mais simplement parce que je l'attendais pas en tant que titulaire. Et finalement, bah, est-ce que la meilleure période de Safonov au Paris Saint-Germain, ce serait pas celle qu'on a vue actuellement? Il sort quand même pas mal de matchs carrés, il rassure quand même quant à sa capacité à être titulaire dans une équipe de Champions League. Si je regarde le 11 du Paris Saint-Germain, je pense pas que Safonov soit le joueur qui a le plus de légitimité. Genre Nuno, c'est plus logique de le voir ici, Pacho, Marquinhos, Hakimi aussi, Fabien, enfin en fait tous les joueurs pour moi ont plus de légitimité à être dans ce Paris Saint-Germain que Safonov. C'est pas pour rien que c'est un remplaçant qui a été propulsé à la tête du poste de titulaire, mais ben en fait, on sait comment ça se passe. Quand en cours de saison, tu as des changements de hiérarchie de gardien et tout, c'est une horreur. Ça peut donner vraiment des situations que le PSG connaît bien. Souvenez-vous de la période avec Areola, avec Kevin Trapp, avec Buffon, avec Sirigu. On a eu tout ça qui s'est croisé. Alors, pas les quatre en même temps, mais où ça s'est un peu parasité. En plus, Safonov, ben, un peu comme Chevalier. Il y a partie en deux, et je vous le disais, Chevalier a joué un peu en sursis en janvier parce que Safonov s'était blessé, mais Safonov il gagne sa place, il se blesse derrière, ça aurait pu le détruire, il arrive malgré tout à faire des matchs. Non, Safonov, c'est pas un gardien qui m'a convaincu dans le sens où je me dis il a forcément le niveau pour le Paris Saint-Germain et c'est une force pour cette équipe, mais est-ce qu'il a fait tâche? Non. Et ça, bah, du coup, je le mets très haut. Pas parce qu'il est aussi bon que les trois autres, parce que c'est pas du tout le cas, mais parce que bah, j'en attendais plus de Pacho, de Joao Neves et de Kvaratskhelia que de Safonov. En fait, lui, il se retrouve là sur un malentendu quasiment. Mais force est de constater qu'il a su saisir sa chance. Fabien Ruiz, c'est délicat, hein, Fabien Ruiz. Je suis presque tenté de le mettre ici. Soit en mitigé, soit en décevant. Je vais mettre en mitigé pour le moment. On va commencer de manière mesurée. Mais en fait, c'est le problème de Fabien Ruiz, c'est cette fameuse période là que je vais vous afficher. Voilà. Absent au cours du mois d'octobre, absent toute une partie de la saison. Il a même pas été bon durant toute une partie de la saison. Il a fait des bons matchs, mais ouais, je vais même mettre en décevant. Parce que finalement, pour moi, il fait pas mal de matchs cette saison où il est encore sur le retour, où physiquement tu dis ah et on n'a pas encore retrouvé le vrai Fabien Ruiz. Il gratte des minutes de jeu. En fait, même voir qu'il a fait 2100 minutes de jeu, je sais pas quelle image vous avez supporter du PSG de sa saison. Mais moi, je suis presque surpris de voir qu'il a fait autant de minutes de jeu parce que j'ai vraiment l'impression que je retiens rien de la saison de Fabien Ruiz. Alors évidemment, il y a quelques bons matchs hein, tout de même, on va pas être full négatif, mais Fabien Ruiz l'année dernière, c'était quand même quelque chose. Et là où je vous disais que Hakimi, il fait pas une mauvaise saison en soi, mais il fait quand même une saison en dessous de ce qu'il a fait l'année dernière. Bah, Fabien Ruiz, c'est pareil, mais j'irais même pas dire qu'il a fait une saison très très bonne, hein. Vitinha, très satisfaisant. Moi, il y a un truc que j'ai envie de souligner pour Vitinha, qui n'a pas forcément été beaucoup dit. Vous aurez compris que pour moi, les qualités d'un joueur de foot, c'est également la capacité à être présent tout au long de la saison. Alors Vitinha, lui, il s'en branle, hein. On a beaucoup parlé de grosse saison du Paris Saint-Germain, pas de préparation physique, le risque de se péter. Bon, ben en août et en septembre, il était au charbon, il a tout joué, hein. Le ref, il a fait la Coupe du Monde des clubs, il a fait la saison pleine la saison précédente, il a enchaîné derrière à faire des matchs comme un zinzin tout au long de la saison. Je trouve même ça surprenant. Alors je me dis évidemment du côté du staff du PSG, on n'est pas une équipe de pingouins, on a des outils pour réussir à voir si les joueurs récupèrent bien. J'imagine que ils doivent leur donner à chaque fois un feedback dans les entraînements, ils doivent vérifier leur VFC, leur sommeil, leur récupération, tout le bordel. Donc je pense que s'il a autant joué, c'est parce qu'il montrait qu'il en était capable.
Enfin, après, il y a des joueurs, il y a des clubs où tu mets en danger les joueurs, ils se blessent et après tu es en mode oh, il s'est blessé, on comprend pas pourquoi. Et tu regardes la feuille de minutes de jeu, tu dis bah le mec il était blessé pendant 3 mois, tu l'as fait revenir, il a joué 3 matchs à haute intensité titulaire 90 minutes. Oui, c'est pas étonnant qu'il se blesse. Donc parfois on surévalue un peu. Pas les compétences des staffs, mais la prudence associée aux données. Donc ça se trouve, il y a eu de l'imprudence sur Vitinha, mais en tout cas, il a réussi à tenir. Il fait vraiment une bonne saison. Et il fait une saison bah ouais, de patron quand t'as beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain qui ont été blessés. Vous regardez du Désiré Doué, du Dembélé, vous regardez du Fabien Ruiz évidemment. Quand t'as des joueurs qui n'ont pas forcément été aussi bons que l'année dernière, du Hakimi. Quand t'as un Kvaratskhelia qui fait une saison exceptionnelle en Ligue des Champions mais qui n'est pas toujours aussi bon en Ligue 1, bah Vitinha il est là. Il est là et vrai match de patron. Vraie saison de patron. Vraie saison de mec très satisfaisant. Je vais pas le mettre au-dessus des attentes parce qu'en fait, pour moi, c'est là où c'est le patron du milieu de terrain. Genre, Joao Neves, c'est un peu ton jeuneau chouchou. Vitinha, je veux pas dire de conneries, il a quel âge? Il a 26 ans, si je dis pas de bêtises. Vitinha, ouais, il a 26 ans, il est un peu plus vieux quand même, donc il a un peu plus de bouteilles. C'est pareil, c'est pas sa première saison au Paris Saint-Germain. Il a même côtoyé le grand Marco Verratti, donc évidemment qu'on en attend plus de lui. Mais patron, quoi, vraiment très très satisfaisant. Gonzalo Ramos, bah, je le mets en mitigé, mais franchement, tu pourrais limite le mettre au niveau parce que Ramos, t'en attends pas forcément plus que ce qu'il a fait du côté du Paris Saint-Germain. En fait, il fait un peu la même saison que l'année dernière, c'est-à-dire que il marque moins quand même, mais il fait sa saison de mec qui est jamais aussi bon que quand il n'est pas titulaire, de mec qui est censé avoir un meilleur talent que ce qu'il nous montre, de mec qui a des qualités d'entrant, mais en fait, ces qualités d'entrant, tu les as pas vues forcément en Champions League. Alors vous allez me ressortir, ouais, l'Atalanta, génial, tu gagnes 4-0. Tu vas me ressortir, ouais, le Barça, ben, on est d'accord, mais ça reste de la phase de poule. T'as pas de match de Ligue des Champions où, face à Arsenal, par exemple, il rentre, il te met le but du 2-0, et puis voilà, quoi. Et pourtant, il joue. Non, moi, Gonzalo Ramos, c'est quand même un joueur que je mets toujours en... Non, je vais même mettre en décevant. Enfin, je vais mettre en décevant parce qu'en fait, faut pas normaliser le fait que c'est une déception. Vous voyez ce que je veux dire? Sa saison est décevante et j'ai été tenté de le mettre en mitigé parce que je m'attendais à ce que sa saison soit décevante. Mais en même temps, il faut pas être trop indulgent avec Gonzalo Ramos. C'est pas être gentil avec lui, au contraire, et ça, il y a beaucoup de supporters qui le comprennent pas, de supporters de joueurs. Pas forcément de supporters du PSG, hein, mais de joueuristes, que ce soit avec Gonzalo Ramos, mais j'ai très peu croisé de fanboys de Gonzalo Ramos, je dois bien vous l'avouer, mais même, je sens qu'on va me reprocher, par exemple, le Hakimi en mitigé, mais en fait, dire qu'Hakimi, il fait pas la plus grande saison de sa carrière et qu'on est en droit d'en attendre plus, c'est pas ne pas aimer Hakimi, c'est pas être sévère avec Hakimi, c'est au contraire dire vous considérez que la saison d'Hakimi est bonne, ben moi je considère que dire que cette saison d'Hakimi est bonne, c'est considérer qu'Hakimi est moins bon que ce qu'il est. Parce que Hakimi, le vrai Hakimi, il est censé faire mieux. Ben c'est un peu la même chose pour Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, je mets carrément en décevant. Parce que ouais, il fait pas une saison honteuse, il arrive à mettre ses petits buts, il arrive à gratter ses minutes de jeu, il arrive à avoir un rôle de sub qui peut être pertinent au sein du Paris Saint-Germain. Mais si c'est ça que vous attendez de Gonzalo Ramos, je suis désolé, j'ai envie de vous dire que Gonzalo Ramos, normalement, il vaut mieux que ça. C'est un mec qui était capable de planter à l'époque au Portugal. C'est un mec qui, je pense, avec un autre entraîneur, avec un autre système, serait capable de faire mieux. Donc on pourrait dire que c'est pas de sa faute, entre guillemets. Mais ouais, c'est décevant. Moi, je suis vraiment déçu de voir cette fin de saison et me dire que Gonzalo Ramos se retrouve encore une fois dans cette situation. C'est très dur de trouver des numéros 9 remplaçants de très grande qualité, donc tu vas pas cracher dessus. Tu vas pas forcément chercher à l'évacuer. Mais j'ai quand même un petit sentiment de gâchis avec lui. Zahir Emery, au-dessus des attentes, mesdames et messieurs. Parce que Zahir Emery, il faut pas oublier ce que c'est la saison passée. Hein. Zahir Emery, il se fait bouger du milieu de terrain parce qu'il y a l'inamovible duo Fabien Ruiz, Joao Neves, Vitinha. Et c'est un joueur qui, cette saison, 4100 minutes de jeu, il a tenu la baraque. Je vous parlais de Vitinha qui était présent quand tout le monde était absent. Bon, Zahir Emery, c'est la même.
Zaïre Emery, où est-il? Il est considéré comme milieu de terrain, j'imagine. Ouais, hop. Zaïre Emery, cette saison. J'avais une tech sur Hakimi, dont je suis fier. Ça m'arrive de me planter. J'ai lourdement insisté sur mon plantage d'Embélé. Ça m'arrive d'avoir raison. Je défendais dur comme fer que Hakimi ne pouvait pas être remplacé par un latéral droit classique et que si tu recrutais un latéral droit classique, t'allais te le casser parce qu'il n'aurait pas assez de temps de jeu, parce qu'il ne saurait pas faire du Hakimi de toute façon, parce que les demandes de Luis Enrique sont atypiques et qu'en fait le meilleur remplaçant d'Hakimi c'était Zaïre Emery. Bah il l'a prouvé. Zaïre Emery fait une saison de top milieu de terrain, Zaïre Emery fait une saison de top latéral droit. Pour moi, il a réussi à se placer comme une option viable en équipe de France ici. Pour moi, il a réussi à se présenter comme une option viable au Paris Saint-Germain ici. Et au-delà de cette polyvalence qui est évidemment extrêmement appréciable, il est également un excellent milieu de terrain en fait. Zaïre Emery, très très gros volume de jeu, mais même ce qui ressort pas forcément dans ses stats, j'ai trouvé que c'était un joueur très haut niveau techniquement pour le Paris Saint-Germain, qui a su prendre ses responsabilités quand il fallait, qui en fait, après sa petite période un peu plus compliquée, mais également pour des questions de concurrence, a parfaitement su saisir les moindres opportunités qui se présentaient, et aujourd'hui, tu te dis que Zaïre Emery est une évidence pour Paris. À tel point que cette finale de Ligue des Champions, où il n'est pas titulaire, mais où en plus, reprenons-la, hein, il rentre à quoi? À la 90e, 95e? Zaïre Emery 95e, il remplace Fabien Ruiz. Ça me dévaste, moi, de voir un mec comme Zaïre Emery rentrer à la 95e. Je dis pas ça pour critiquer Luis Enrique. Même si j'avais quand même l'impression qu'il était temps de sortir Fabien Ruiz, physiquement parlant. Mais ça me dévaste parce que je me dis que c'est... Enfin, regardons les minutes de jeu, il y a qui au-dessus de Zaïre Emery en fait? Vitinha a moins, en attaque il n'y a personne. Ah ouais, en fait Zaïre Emery est le Parisien qui joue le plus. C'est bien ce que je me disais. Donc un homme essentiel dans la réussite de la saison du Paris Saint-Germain, par l'aspect quantitatif, par l'aspect qualitatif, et en finale il se retrouve à quasiment pas jouer. Terrible. Mais en tout cas, je pense que l'intégralité des supporters du Paris Saint-Germain savent, et l'intégralité du staff, Luis Enrique est le premier, j'en doute pas, ce que la saison du PSG doit à Zaïre Emery. Et je suis très content, parce qu'il avait une petite phase de moins bien, et il en est parfaitement revenu. Ce qui n'est pas évident dans une équipe comme le PSG où la concurrence est très grande. Ce qui n'est pas évident quand tu es un très jeune joueur qui a eu une très forte médiatisation, qui a un gros salaire aussi, qui a une forte valorisation. Et il l'a fait. Et puis passons enfin à Luis Enrique, au-dessus des attentes. Que vous dire pour Luis Enrique? Saison du Paris Saint-Germain où on était en droit de se dire que ça allait être compliqué. Parce que tu as une grosse saison, tu remportes la première Champions League de ton histoire, tu as la Coupe du Monde des clubs, tu échoues en finale face à Chelsea, tu as la préparation physique tronquée, tu as beaucoup de joueurs qui pouvaient sembler être en sur-régime. Bref, c'est une saison où tu aurais pu comprendre plein d'erreurs de gestion du Paris Saint-Germain. Tu as eu des joueurs qui ont été blessés, je l'ai dit. Et en fait, tout ce qu'on a vu au cours de cette saison, c'est la confirmation de tout ce que Luis Enrique a mis en place. Si je vous mets Nuno Mendes ici, c'est grâce à Luis Enrique. C'est grâce au fait que l'évidence comme quoi le meilleur remplaçant d'Hakimi, c'est Zaïre Emery, c'est Luis Enrique qui l'a vu. Le fait que Beraldo, il est là, alors que ça partait très mal, c'est Luis Enrique. Et le fait que moi je suis un peu hypé sur Beraldo et que je vous le vende beaucoup comme milieu défensif, c'est parce que j'ai confiance en Luis Enrique. Vitinha, sa carrière a quand même pris une autre tournure depuis Luis Enrique. Même chose pour Ousmane Dembélé. On peut dire ce qu'on veut sur l'échec monumental de Lucas Chevalier. Luis Enrique a sa part de responsabilité dans le recrutement, bien évidemment. Mais en attendant, je pense que la bascule envers Safonov, elle a été faite au bon moment. Et elle a été réussie. Donc en fait, tactiquement, tu as plein de choses qui fonctionnent bien dans ce PSG, sur la gestion des temps de jeu, sur la gestion des blessés, sur comment tu as préparé tactiquement cette équipe, comment tu as réussi à la renouveler sans sacrifier certains trucs. C'est la consécration pour Luis Enrique. Je suis pas du genre à dire il faut faire une statue de tel entraîneur devant tel club ou autre.
on a tendance à vite tomber dans le côté historien du présent là-dedans, à s'enflammer, mais franchement, déjà, il a rapporté la première Champions League au Paris Saint-Germain, il a rapporté la deuxième Champions League au Paris Saint-Germain. C'est un entraîneur qui a une influence absolument majeure sur Paris. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que, ça je l'ai beaucoup dit l'année dernière, y compris d'ailleurs quand le PSG était en train de galérer en Ligue des Champions et qu'on se disait l'année dernière, ça se trouve, ils vont pas passer la phase de Ligue, c'est qu'en attendant, ce PSG est désormais une équipe qu'on a envie d'aimer. Qu'on soit supporter ou pas du Paris Saint-Germain, si on est de bonne foi, et si on n'est pas un rival, type vous êtes supporter de l'OM, évidemment vous n'avez pas forcément kiffé regarder les matchs du Paris Saint-Germain, mais si on est neutre, on va dire, du Paris Saint-Germain, bah si on allume sa télé, quand on regarde la plupart des matchs du PSG, c'est quand même dur de ne pas avoir une petite cote d'affect pour cette équipe. Parce que ça joue ensemble, ça presse bien, ça développe un football spectaculaire, et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui s'en foutaient du PSG étaient quand même pour Paris face à Arsenal, parce que Arsenal, quand tu as regardé leur saison en Première Ligue, je suis le premier à dire que c'était pas une équipe de tocards, fallait pas les sous-estimer. T'as vu au cours de la finale que c'était pas la même approche, que c'était pas la même qualité de spectacle en fait. Si demain vous voulez regarder un championnat, vaut mieux avoir que des équipes de Luis Enrique que des équipes d'Arteta, du moins pour le Arsenal de cette saison. Luis Enrique a réussi à donner une nouvelle identité à ce Paris Saint-Germain, à rendre cette équipe plus attachante que jamais. Et en fait, il a les résultats qui sont historiques. Évidemment, tu gagnes 2 Ligues des Champions pour le Paris Saint-Germain, c'est historique. Tu peux pas espérer mieux. On va pas dire, ah ouais, mais cette année, tu gagnes pas la Coupe de France. Alors, on galvaude pas les trophées nationaux. La Coupe de France, c'est important. Mais tu gagnes une Champions League, tu fais un back-to-back. Donc évidemment, il y a ce côté résultat. Mais le pire, c'est que c'est vraiment pas toute la part du gâteau de Luis Enrique. Je vais pas dire que le plus important c'est au-delà du résultat, j'en sais rien, faut pas hiérarchiser, faut pas galvauder ce qu'est une Champions League. Tu regardes l'OM, il parle encore de la Champions League aujourd'hui. Donc évidemment la Champions League, les Champions League du Paris Saint-Germain, c'est crucial dans l'histoire du club. Ça se trouve, le PSG gagnera plus de Champions League pendant 100 ans, j'en sais rien, donc faut pas galvauder ça. Mais on doit vraiment parler de la transformation de fond qu'il a fait sur cette équipe. Parce qu'il a son influence sur le recrutement, pour le meilleur comme pour le pire, parce qu'il a son influence sur comment est gérée cette équipe. Faut se souvenir, l'année dernière, il met Dembélé sur le banc face à Arsenal. Tu peux te dire qu'il peut flinguer Dembélé avec ça. Tu regardes ce que devient Dembélé par la suite, bon bah force est de constater qu'il l'a bien géré. Donc grand Luis Enrique. Limite, j'ai mis une catégorie... Lucas Chevalier, je mets une catégorie Luis Enrique, parce que pour moi Luis Enrique est plus le héros que Guevara, qui est pourtant l'incarnation du héros en Ligue des Champions. Il est au-dessus du lot. Il y a personne qui s'assoit à la table de Luis Enrique dans le succès du Paris Saint-Germain cette saison. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus, ça tombe bien parce que j'ai plus d'eau, je suis en train de crever. Donc je vous dis... non pas à demain, parce que je vais être en vacances jusqu'à lundi prochain. Donc je vous souhaite une excellente semaine. Et puis quand on revient, on parle un petit peu d'une compétition là aussi mineure qui s'appelle la Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais on en parlera beaucoup. Sur ce, salut.